Intéressant. D'abord, une petite contextualisation. Comme vous le savez, le terrorisme islamiste touche le monde entier depuis des dizaines d'années. On pense, dans des dynamiques plus récentes, à l'attaque simultanée en 2008 à Bombay en Inde ou en 2015 en Tunisie et bien sûr en France. Donc la France reste l'un des pays les plus touchés par le terrorisme islamiste avec les attentats contre Charlie Hebdo, l'attentat de Nice et plus récemment la décapitation du professeur Samuel Paty, entre autres d'autres attentats très importants. Donc, l'un des thèmes de prédilection de Sinopia est la cohésion. Donc, il nous est paru urgent et évident de contribuer aux réflexions sur la prévention de la radicalisation. Alors, pour cela, nous recevons Monsieur Alain Juillet, qui est membre fondateur de Sinopia et ancien haut responsable pour les renseignements. Vous êtes également président de l'Académie de l'intelligence économique et président du club des directeurs des entreprises. Bonjour, Monsieur Alain Juillet. Nous recevons également Madame Jacqueline Costa-Lascou. Alors, vous êtes sociologue, juriste et psychanalyste. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et ancienne présidente de la Ligue de l'enseignement. Vous faites partie du bureau exécutif de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, pour laquelle vous êtes l'auteur du livret Prévention et radicalisation. Nous recevons ensuite Monsieur Raleb Bencher, alors, qui va nous rejoindre dans très très peu de temps ou qui nous a déjà rejoint. Vous êtes islamologue, président de la Fondation pour l'Islam de France, membre du Conseil des sages de la laïcité et président France de la Conférence mondiale pour la paix. Et enfin, comme c'est aussi une conférence organisée par Sinopia Jeunes, on voulait mettre quelques jeunes à l'honneur. Alors, pour nous éclairer sur certains points, nous recevons d'abord Camille Leveillé, qui est auteur du mémoire La propagande de Daesh dans le cadre de son Master 2 à l'Institut catholique de Paris, qui nous éclairera plus particulièrement sur l'utilisation des réseaux sociaux par Daesh. Et enfin, nous recevons Fadila Le Turc, vous êtes membre du comité directeur des jeunes IHEDN, qui vient de rendre tout juste son rapport sur la radicalisation et vous pourrez notamment nous présenter certaines des propositions. Alors, nous allons structurer ce webinaire en deux parties. D'abord, nous tenterons de réaliser une contextualisation de la radicalisation islamiste qui constituera une plus petite partie du sujet. Et dans un second temps, nous allons questionner les pistes à suivre pour la prévention de la radicalisation islamiste. J'espère que tout est clair pour tout le monde. Je vous propose de commencer notre première partie avec cette première question destinée à Madame Fadila Le Turc. Alors, quel profil retrouve-t-on chez les jeunes radicalisés français? Merci beaucoup Romain pour cette introduction et pour cette invitation. Comme vous l'avez rappelé, on a publié la semaine dernière un rapport autour des radicalisations. En fait, depuis ces dernières années, on entend beaucoup parler de radicalisation au prisme des attentats que vous avez cités et que l'on a connus, mais également au prisme de départ massif de jeunes en zone syro-irakienne pour rejoindre les rangs de l'État islamique. Mais pourtant, la radicalisation, ce n'est pas réellement le terrorisme. Pour nous, il était important de distinguer ce qui était le processus du passage à l'acte dans notre démarche et de sortir en fait de la confusion sémantique, conceptuelle qui pouvait être faite entre les deux. Et donc, on a abordé la radicalisation qu'on a définie comme étant un processus dynamique qui va métamorphoser un individu et qui va le faire accepter la violence. Donc, on est vraiment dans cette phase amont du passage à l'acte. Donc avant de parler vraiment des profils, je pense qu'il faut lever certains fantasmes justement autour de ces profils et certaines thèses qui vont se rattacher au profil des radicalisés et qu'on entend très souvent. Donc tout d'abord, un premier constat et qui fait suite aux différents échanges qu'on a pu avoir avec des psychologues, avec des personnes du monde médical, c'est que la radicalisation n'est pas une pathologie. Donc, si certaines fragilités psychiatriques, psychologiques ont été décelées chez des personnes radicalisées, les radicalisés ne sont pas des fous parce qu'ils sont toujours rattachés à une idéologie. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Également, un fantasme à lever, c'est celui de la terminologie du loup solitaire qui revient très souvent. Donc, si elle s'entend en termes de mode opératoire, une personne peut agir seule, elle nous apparaît peu pertinente sur le plan idéologique parce que toujours, une personne radicalisée va rechercher une appartenance à un groupe et un rattachement à un idéal collectif. Donc voilà ce qui ressort un petit peu des éléments à écarter, en tout cas dans la recherche qu'on a menée. Maintenant, pour rentrer plus en détail sur les profils, ces profils-là sont vraiment déterminés par trois facteurs selon nous.
Premièrement, l'environnement. Deuxièmement, les motivations intrinsèques de l'individu, et elles sont très différentes, même si elles se rattachent à la même idéologie. Et enfin, l'idéologie qui caractérise cette radicalisation. Donc, si on parle d'environnement, par exemple, pour nous, une personne radicalisée, c'est une personne qui va être en rupture avec son environnement. C'est une personne qui va se détacher de l'univers qui constituait son modèle de référence, sa référence sociale, normative, morale. Donc, c'est vraiment une personne qui va être en rupture et qui va rechercher un nouvel univers de référence, qui va être en demande d'un nouvel univers. Et c'est là qu'intervient un concept clé qu'on a développé dans le rapport radicalisation, c'est ce concept d'offre et de demande. Pour nous, il est central dans le processus de radicalisation parce que l'individu radicalisé va aller rechercher une autorité ou un univers alternatif au sien. Donc, ça peut être une autorité religieuse, ça peut être un univers qui est totalement particulier et qui sort de son univers classique. Et l'objectif pour l'individu radicalisé, c'est de combler un manque qu'il a. La particularité de la radicalisation de type islamiste, et je pense que Camille y reviendra tout à l'heure, c'est que beaucoup de personnes qu'on a pu auditionner nous ont parlé de la radicalisation islamiste comme étant une offre révolutionnaire. C'est-à-dire qu'elle a eu beaucoup de succès, notamment auprès de jeunes Français, pourtant qui sont allés à l'école de la République, parce qu'elle a permis d'offrir une offre idéologique collective là où certains Français ne la trouvaient pas en France, et c'est pour ça qu'elle a eu un certain succès auprès des jeunes Français. Et pour illustrer un petit peu ce que je dis, je reviendrai un petit peu sur ce qui se faisait sous l'Égypte de Moubarak. Les frères musulmans ont prospéré dans les quartiers informels du Caire parce qu'ils comblaient le manque d'action de l'État. Donc, ils ont construit des écoles, ils ont offert des services publics, donc approvisionnement en eau, en électricité, et c'est ça qui leur a permis de prospérer dans ce type de quartier. Et on voit le même parallèle en France avec des jeunes Français issus des banlieues, mais pas que, également de zones rurales, mais qui du coup, par déficit d'offres culturelles, d'offres de services, sont beaucoup plus zappés par une offre idéologique et de type islamiste. Sur le volet environnement, pour terminer, pour nous, à travers les auditions qu'on a pu avoir, il est admis qu'il existe des contextes qui vont être beaucoup plus favorables à la radicalisation, des contextes de pauvreté économique, des contextes de pauvreté culturelle parfois des cellules familiales dysfonctionnelles. Et c'est là où ça m'amène à mon second point, qui est les motivations intrinsèques de l'individu. Donc, à travers toutes les auditions qu'on a pu faire, très souvent, dans les profils de radicalisés, se retrouvent des profils qui avaient déjà des comportements déviants par rapport à la norme. C'est-à-dire que lorsque vous identifiez un profil de radicalisé, très souvent, quand on va fouiller dans son passé, on va trouver des signaux faibles qui pouvaient le faire basculer vers la radicalité. Un passé de délinquant, des infractions de droit commun. Ou parfois un passé douloureux, qu'il soit familial ou lié à un autre contexte. Et en fait, cette situation dans laquelle se trouve l'individu va exacerber le rejet du pacte social. Et la situation dans laquelle il se trouve peut justement constituer un terreau favorable au fait que certaines idéologies prospèrent. Il faut faire attention quand même avec cette thèse-là qu'on a avancée dans notre rapport, c'est qu'il n'est pas forcément possible de discerner des éléments cliniques qui permettent de créer un profil type du radicalisé. Il faut être très précautionneux avec cela. Ce n'est pas parce qu'une personne a un passé de délinquant qu'elle va basculer dans une idéologie radicale. Et enfin, sur les motivations, elles sont propres à chacun. Donc, un individu qui se radicalise dans une banlieue française pour rejoindre les rangs de l'État islamique et un Syrien qui se radicalise en Syrie pour rejoindre les rangs de l'État islamique n'ont pas forcément les mêmes motivations. Donc, sur ce volet motivation, les motivations peuvent être aussi multiples qu'il y a d'individus. Et enfin, troisième facteur qui constitue qui impacte le profil d'une personne radicalisée, c'est l'idéologie en elle-même. Et dans notre rapport, on a identifié différents types d'idéologies.
les idéologies religieuses et plus largement spirituelles. En l'occurrence, celle qui prédomine en France est la radicalisation de type islamiste. Les idéologies politiques, pour nous, c'était vraiment important d'être dans cette logique-là de prospective, de voir quels étaient les types de radicalité qui pouvaient prospérer au-delà de la radicalisation de type islamiste. Et d'ailleurs, le terme radicalisation vient des sciences politiques. Et donc, dans les idéologies politiques qui peuvent mener à la radicalisation ou faire accepter la violence, on a identifié certains mouvements indépendantistes, des extrêmes de gauche ou de droite, et ce sont parfois des mouvements qui acceptent la violence et donc qui mènent à la radicalité. Et enfin, comme on a été dans une logique prospective et qu'on s'est dit qu'il ne fallait pas se restreindre, parce que la radicalisation est un processus, qu'il ne fallait pas se restreindre à la radicalisation de type islamiste, on a identifié des radicalisations émergentes qui, elles, sont beaucoup plus liées à des mouvements sociaux de type féministe, par exemple, de type mouvement écologiste, qui peuvent passer à l'écoterrorisme, de type incel, des mouvements misogynes. Ces mouvements-là sont marginaux, mais prospèrent et peuvent mener à des actes violents ou légitimer la violence. Donc, voilà un petit peu pour les trois facteurs. Pour conclure, en tout cas, sur le volet idéologie, il faut... Merci Fadila. On a bien compris tes trois points, enfin vos 3 points, pardon, pas de familiarité. Donc merci beaucoup pour cet éclairage. Je voulais accueillir Monsieur Bencher qui a réussi à nous rejoindre dès maintenant. Donc merci beaucoup à lui d'être présent. On va continuer. Ma seconde question est destinée à Monsieur Alain Juillet. Alors aujourd'hui, en dehors des réseaux sociaux, quels sont les lieux ou les profils considérés comme des vecteurs de radicalisation islamiste par les renseignements? Bon, je crois d'abord, il y a les renseignements, mais il y a aussi un peu tout le monde. Enfin, tous les spécialistes sont à peu près d'accord. En définitive, quels sont les endroits où des gens peuvent se radicaliser? Ben, ça va être des endroits où ils vont subir une influence et qui va répondre, ou dans laquelle ils vont découvrir que ça répond à leur attente. Le premier, bien sûr, on le sait bien, ce sont dans les mosquées, ce sont les imams. Les imams sont des personnages très importants. Au niveau, c'est normal d'ailleurs, comme tout représentant de la religion, quel que soit son niveau et son profil, hein, parce que les imams, c'est très différent d'un prêtre, mais ce sont des personnes qui, a priori, détiennent la connaissance. Là, on peut beaucoup, je pense que Khaled Benchek pourra en parler beaucoup mieux que moi. Ce sont des gens dont on pense qu'ils détiennent la connaissance du Coran, alors qu'en réalité, pour un certain nombre d'entre eux, ils n'en détiennent qu'une partie, et ce qui explique aussi un certain nombre des dérives auxquelles on assiste. Les imams sont très importants parce qu'ils ont une influence, parce qu'ils parlent, parce qu'ils sont reconnus par la société autour d'eux, par le groupe social qui est autour d'eux. Donc, ce sont des gens qui ont une influence, qui peut être une très bonne influence, qui peut être une influence très dangereuse, très pernicieuse, s'ils se mettent effectivement à faire la promotion de ce que personnellement, hein, chacun peut penser ce qu'il veut, ce que je considère comme des dérives par rapport à l'islam traditionnel que l'on connaît. Donc les imams sont des gens très importants. Il y a un deuxième type de personnages qui sont beaucoup plus difficiles à définir. Ce sont ce que j'appelle les leaders d'opinion au niveau d'un groupe, des leaders de groupe. Le leader de groupe, ça peut être aussi bien, si vous voulez, le grand frère, pour prendre les expressions à la mode, hein, ça peut être le grand frère, ça peut être quelqu'un qui est considéré dans le coin, dans l'environnement, comme quelqu'un qui est bien, qui est respectable pour une raison ou pour une autre, ou qui s'est imposé pour une raison ou pour une autre, mais qui va avoir une influence parce qu'il a su sortir du lot et du coup les gens l'écoutent. Alors c'est bien sûr, dans le cadre des services de renseignement, ces gens-là, c'est très compliqué, beaucoup plus compliqué à identifier qu'un imam. L'imam, on le connaît immédiatement, alors que le leader, il faut véritablement être au contact pour détecter un leader, pour détecter quelqu'un qui est une personnalité qui a émergé et qui a une influence sur les autres.
Il y a un troisième, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce que disait Fadila Al-Turk, il y a un troisième groupe, on n'en parle jamais jusqu'à maintenant, mais qu'il est loin d'être négligeable. Ce sont les anciens du djihad, c'est-à-dire ceux qui sont partis faire le djihad et qui en sont revenus. Alors, bien sûr, quand on connaît ce qui s'est passé dans tous les djihads qui ont été menés jusqu'à maintenant, on sait que ceux qui reviennent, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont été des combattants, des vrais combattants, et puis il y a ceux qui, par contre, ont craqué devant la dureté des combats. Et ça, personne ne le sait, à part ceux qui étaient avec eux et qui sont restés là-bas. Donc ces gens-là, qu'ils soient donc des combattants, je dirais, valeureux, ou des combattants qui ont reculé, parce que ça, il y en a pas mal, hein, quoi qu'on en raconte, dans tous les cas de figure, ce sont des gens qui ont une aura, qui ont un prestige. Et du même coup, lorsqu'ils parlent, ils ont une influence. Alors, ce n'est pas une influence sur tout le monde, mais c'est une influence sur des gens qui sont prêts, pour reprendre ce qui était dit avant, qui sont prêts à aller vers une radicalisation violente. C'est-à-dire ceux qui cherchent, en définitive, un autre univers. Donc, pour moi, ce sont, si vous voulez, les trois éléments clés. Alors, il y en a un quatrième qu'on voit émerger et que d'ailleurs vient d'être évoqué aussi. Ce sont les responsables associatifs. Il faut bien voir que les associations peuvent avoir une influence formidablement bonne ou formidablement mauvaise, selon les objectifs qui sont poursuivis par les responsables ou qui sont transmis par les responsables associatifs. Et donc, dans ce cadre-là, vous avez des gens qui vont faire, alors, prenez par exemple des associations très sociales qui vont aider les gens, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Ils vont aider les gens, ils vont leur apporter des choses qui leur manquent parce que personne, dans l'environnement où ils se trouvent, ne leur apporte cette dimension-là. Bien évidemment, ces gens-là vont prendre une influence très importante parce qu'on va dire, eux, ils nous ont compris, eux, ils nous aident, eux, ils nous rendent service. Tout à l'heure, Madame évoquait le problème des frères musulmans. On le voit aussi avec, par exemple, le Hezbollah dans le sud Liban. Au sud Liban, le Hezbollah a carrément remplacé l'État pour jouer le rôle de la sécurité sociale, hein, avec tout ce que ça comporte. Ben évidemment, pour des gens qui n'ont pas grand-chose, qui sont dans des difficultés, et Dieu sait dans ce milieu si souvent les gens sont en difficulté, eh bien, il est évident que si on amène quelque chose, des apports, si vous voulez, sociaux ou autres, eh bien, c'est bien ressenti et du même coup, on adhère. Et derrière cet apport social, eh bien, les leaders, hein, ou les responsables de la session vont faire évoluer les gens vers autre chose. Donc, c'est tout cet ensemble-là. Mais vous savez, moi, je voudrais peut-être vous choquer en disant ça, mais quand on parle de radicalisation, bon, on parle, bien sûr, nous, on a tendance, dès qu'on dit radicaliser, on a tendance à penser à des gens qui vont aller à l'acte terroriste, on a tendance à penser à ceux qui vont partir se battre, hein, à l'étranger, hein, qui vont aller faire la guerre, le djihad. Bon, ce n'est qu'un aspect du problème, parce que comme on le voit bien, il y a aussi toute une partie des gens qui deviennent en rupture avec la société, qui sont radicalisés, qui sont en rupture avec la société, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont basculer vers le terrorisme, ça ne veut pas dire pour autant ils vont être simplement dans une opposition violente. Et le problème, ça va être comment vont-ils manifester la violence? Moi, je ne suis pas sociologue, donc je me garderai bien de faire des commentaires là-dessus, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir que ces gens-là sont dans une violence réelle parce qu'ils sont contre une société qui ne leur correspond pas, ça c'est clair, hein, et ce qu'on leur apporte leur donne une espérance vers autre chose. Maintenant, derrière, ils sont effectivement un terreau très fertile pour ensuite basculer sur cette étape ultime, je dirais, de la radicalisation, qui est le terrorisme, ou d'un côté, mais qui est aussi, et beaucoup, d'aller faire la guerre ailleurs. Or, vous savez, c'est ce qui se passait, je vais peut-être vous choquer, mais dans les années 30, dans les années 35, du moins 35-36, quand les gens en France basculaient vers le communisme, car à l'époque, ils étaient attirés par le communisme, eh bien, on a vu plein de jeunes, un peu comme là, de tous les niveaux sociaux d'ailleurs, hein, qui sont partis se battre en Espagne contre les franquistes,
Exactement, c'est exactement le même processus. Donc, il faut faire très attention parce que lorsqu'on parle de radicalisation aboutissant au djihad, il faut bien reprendre, on a déjà connu ça avec les jeunes devenant communistes et allant faire la guerre pour le communisme contre les franquistes en Espagne. Donc, c'est un phénomène qu'on connaît. Et il ne faut pas croire que c'est unique et qu'on en sort juste, que ça arrive juste aujourd'hui. On a, Par on a- contre, on a parfaitement compris. Merci beaucoup sur votre contextualisation, la place des leaders d'opinion, notamment religieux, mais pas que. Ça, on l'a bien compris et c'est essentiel. Et par ailleurs, le fait que dans l'histoire, on ait déjà retrouvé ces mêmes dynamiques renforce l'aspect profondément social de la radicalisation qui n'est pas inhérente à l'islam ou à la communauté musulmane si elle existe, etc. On a tout à fait parfaitement compris. Merci beaucoup. Justement, puisqu'on a compris que c'est une question plus politique, sociale que religieuse, j'aimerais discuter avec vous, Camille Leveillé, sur les techniques de communication de Daesh, qui est quand même le principal acteur aujourd'hui hein, du djihadisme pro-terrorisme en France. Alors, Camille Leveillé, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que Daesh se comporte comme une agence de com? Bah, selon moi, dans votre question, en fait, il y a deux volets à aborder qui sont deux volets fondamentaux. D'une part, il y a l'organisation médiatique de Daesh, qui est une organisation médiatique qui est très bien rodée. Et on le voit parce que notamment Daesh dispose de plusieurs agences de communication, plusieurs agences de presse, même on pourrait dire, dont le plus connu est le Alayat Media Center, donc qui notamment produit les journaux type Dar al-Islam, qui est publié en français, ou encore Dabi, qui était publié en anglais. Il y a également une autre agence qui est très importante et fondamentale à rappeler, c'est l'agence AMAC, qui est, selon même Alexandre Lévy, qui est un journaliste, un embryon d'agence de presse à l'occidental. Donc l'agence AMAC, quant à elle, se charge en fait de répertorier tous les attentats qui se passent dans le monde pour ensuite pouvoir qualifier cet attentat d'islamique ou non et pour pouvoir ensuite le revendiquer. Donc on voit bien que toute cette organisation médiatique de Daesh a pour objectif en fait de pouvoir notamment en interne savoir ce qui se passe dans le monde tout simplement et savoir notamment l'état des attentats notamment dans le monde. Au niveau local, Daesh a également une organisation médiatique qui a été très importante. On voyait en fait lorsqu'ils administraient des territoires que tous les territoires, c'est-à-dire même les villages les plus reculés, avaient accès à l'information que Daesh voulait leur faire passer et avaient accès seulement à cette information car il n'y a pas forcément Internet, on peut s'imaginer, où donc ils avaient vraiment un accès à la propagande de Daesh qui était très important et Daesh voulait vraiment laisser de côté aucun de ses citoyens, si je puis dire. Donc, on voit bien que la propagande de Daesh et Daesh assurait un relais notamment local, au niveau local, mais aussi au niveau régional et encore plus au niveau international. Ce qui montre aussi pourquoi nous, en France, on a pu voir des vidéos de propagande ou des journaux qui étaient lus assurés par Daesh. Donc, le second volet, en revanche, c'est plus sur, je voulais mettre l'accent sur les moyens de communication qui ont été mis en œuvre par Daesh, notamment dans leurs vidéos de propagande. En fait, il faut bien comprendre que le but premier de Daesh est, lorsqu'il publie une vidéo de propagande, de choquer au maximum le spectateur. On sait bien que l'image a une aura beaucoup plus importante que les mots et peut beaucoup plus choquer que les mots. Donc, ils mettaient en œuvre vraiment de gros moyens financiers et ils étaient très professionnels dans leur montage de vidéos, dans la post-production, dans les effets spéciaux, etc. Par exemple, si je vais prendre cet exemple-là, le fait, lorsqu'on voyait sur les vidéos de propagande que les prisonniers, enfin les otages qui allaient se faire décapiter portaient des combinaisons oranges, ce n'est pas du tout un détail qui est anodin. Se faire porter des combinaisons oranges aux otages, c'était pour rappeler les otages de Guantanamo, les prisonniers de Guantanamo. Et on sait aujourd'hui qu'il reste encore quelques djihadistes d'Al-Qaïda à Guantanamo. Donc, c'était vraiment une espèce de renvoi de balles de ping-pong entre les États-Unis et c'était un message qui était très clair. De plus, Daesh reprend en fait les codes de l'Occident afin de pouvoir élargir son public cible et pour recruter et radicaliser le plus possible des jeunes, ça peut être des jeunes allemands, des jeunes français, enfin des jeunes européens. Donc, il reprenait notamment les jeux vidéo, donc avec, je pense par exemple, la Call of Duty, mais il y avait également deux longs métrages qui ont été publiés en 2014, Flame of War et Cleaning of the Swords, qui ont beaucoup fait parler. Et donc, dans ces deux longs métrages, on voyait en fait le montage le montage du générique était le même que le montage qui était fait dans la série américaine Homeland, c'est-à-dire un montage par interférence d'image. Donc, ça non plus n'était pas anodin, c'est pour choquer le spectateur, pour que le spectateur puisse s'identifier à ce type de vidéo.
Pour autant, selon moi, il faut quand même rester prudent quant à la comparaison des moyens mis en œuvre par Daesh et ceux mis en œuvre par Hollywood, comme on a pu parfois l'entendre dans les médias, parce que ça n'a rien à voir. On est loin des semaines de tournage ou des mois de tournage hollywoodiens. Les tournages de Daesh durent maximum une journée, donc ça n'a rien à voir. Pareil, les moyens financiers ne sont pas du tout les mêmes, donc il faut quand même rester assez prudent. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, et notamment en Occident, on a l'impression que Daesh disposait de moyens illimités pour communiquer. Il disposait de moyens financiers qui étaient énormes, alors que ce n'était pas le cas. Donc, on voit bien ici que le soft power dont Daesh dispose était très important et de façon très étendue. Ça montre bien aussi qu'ils ont réussi à nous faire croire, nous, en Occident, qu'ils pouvaient faire un attentat partout, tout le temps, etc. Parce qu'ils communiquaient comme ça et que ça fonctionnait. Et on a vu aussi que ça pouvait être le cas. Et selon Bastien Bonifay, qui est un chercheur, ce soft power crée même une distorsion entre la perception de ces moyens et la réalité. Donc, pour répondre vraiment à votre question, en fait, eu égard à l'organisation médiatique et aux moyens qui ont été mis en œuvre par Daesh pour communiquer, on peut considérer, selon moi, que Daesh s'est comporté, et je mets bien s'est comporté au passé, comme une agence de communication. Pour autant, aujourd'hui, au regard de la perte de ces territoires et la perte de ces moyens médiatiques aussi importants, notamment au niveau financier, je pense que c'est de moins en moins vrai et que ça ne le sera pratiquement plus, sauf si ils renaissent de leur centre de façon inattendue, mais ça, on ne peut pas le prévoir. Voilà. Ce qu'on ne souhaite pas, évidemment. Non, bien sûr. Merci beaucoup, c'est extrêmement clair, hein. La communication, c'est un aspect absolument essentiel, hein, de la dynamique de la radicalisation islamiste aujourd'hui. Donc voilà, parfait. Madame Costa-Lascou, prochaine question qui est pour vous. Dans votre livret Prévention de la radicalisation, vous parlez du concept du terreau fertile, victimisation, complotisme et rejet des valeurs républicaines et de la laïcité. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce constat que vous dressez? Alors, tout d'abord, j'aimerais dire à quel point je suis heureuse de ce que j'ai entendu. Vraiment, Fadila, c'est remarquable analyse de l'IHEDN, et c'est pas seulement parce qu'il y a quelques années je donnais des cours à l'IHEDN, mais le travail est tout à fait remarquable par rapport à ce qu'on lit dans les journaux. Merci. Aussi, tout ce que vous avez dit, Camille, sur les aspects, eh bien, le net, mais j'y reviendrai parce que je ne suis pas aussi optimiste que vous. Et puis, évidemment, M. Juillet a parlé de tous ces réseaux. Donc, je m'inscris dans tout cela, avec peut-être 2-3 petites choses avant d'arriver au terreau fertile. La force de la radicalisation islamiste, mais peut-être que dans quelques années, ce serait une radicalisation évangélique, hein, c'est à la fois de jouer sur des archétypes que vous retrouvez dans toutes les religions, dans toutes les idéologies, et des archétypes qui vont être très forts parce qu'il y a aussi bien une vision du monde, la lumière, n'est-ce pas, qui est toujours derrière le héros, parce qu'on va vous amener vers la lumière. Tout ce qui indique la puissance, tout le symbolisme, en effet, des couleurs, la façon dont on scande la parole, dont on monte, par exemple, dans la propagande sur le net, mais aussi, j'ajouterais, ce qui est très important aujourd'hui, les applications sur smartphone. Beaucoup de choses passent maintenant par ces applications. Et en même temps, en effet, ça peut être la parole de l'imam, ça peut être le leader d'opinion, ça peut être des anciens du djihad. Ce que j'aimerais dire, c'est que c'est un phénomène extrêmement complexe, qui évolue très vite. On ne part plus au Moyen-Orient. On est maintenant dans une radicalisation en interne et avec d'autres moyens. C'est aussi une radicalisation qui est mondialisée. C'est la première idéologie qui prend à bras le corps la mondialisation. J'ai travaillé dans le cadre du dialogue euro-arabe, dans le cadre de l'UNESCO pendant 12 ans, notamment ce qu'on observait en Tunisie, en Égypte. Fadila l'a très bien dit, c'est exactement des processus intelligemment menés
avec des moyens qui convergent tous vers cette idée, on va rompre. Alors j'ajouterais juste, dans le processus de rupture, c'est un processus qui se veut initiatique. Ce n'est pas simplement une rupture comme dans les radicalités politiques. Dans la radicalisation qui a un aspect religieux, je dis bien un aspect, il y a un aspect initiatique. Je vais me transformer moi-même. La notion de pureté, la notion de je vais changer mon identité, je vais rompre avec tous ceux qui appartiennent à une société dépravée. Et cet aspect initiatique est très important parce que notamment pour des jeunes au moment de l'adolescence qui ont des problèmes identitaires, des problèmes de reconnaissance, cet aspect initiatique est absolument fondateur. Et puis, il y a la transformation radicale avec une société d'impies, de mécréants, etc., et que l'on veut bouleverser sur l'ensemble de la planète. On a eu du terrorisme religieux, par exemple en Irlande, mais c'était en Irlande, c'était dans le nord de l'Irlande, c'était localisé. Et on n'essayait pas d'avoir l'appui de tous les catholiques ou tous les protestants sur la planète. Donc, complexe, qui évolue de façon rapide. Il faut voir maintenant, par exemple, sur les armes, ce qui est dit, utiliser les armes du quotidien. Et en effet, alors là, je souscris totalement, il n'y a pas de loup solitaire. Il n'y a pas de loup solitaire. Alors, le terreau fertile, pourquoi ça marche? Si je voulais paraphraser Simone de Beauvoir, je dirais, on ne naît pas radicalisé, on le devient. Et dans le terreau fertile, il n'y a aucune cause simpliste qui marche. Ce n'est pas seulement les questions socio-économiques, ce n'est pas des questions psychiatriques. Si il fallait avoir des problèmes psychiatriques, il peut y avoir des connotations psychologiques et psychiatriques, mais ce n'est pas la cause, la seule cause. Il y a fondamentalement la victimisation, ce qui va nous renvoyer à nos propres responsabilités, notamment chez les professionnels de l'éducation et du social. Ce sont des jeunes qui veulent devenir des acteurs de leur vie. Ce sont des jeunes qui veulent devenir des héros. Je dis jeunes, je travaille beaucoup avec les jeunes, mais c'est notamment la classe d'âge qui est la plus visée. Jeunes jusqu'à 30 ans. Ils veulent devenir des héros, des acteurs de leur vie. Ils veulent devenir des hommes. Et c'est là où on s'aperçoit que tout ce qu'on appelait autrefois le paternalisme colonial et qui est maintenant plutôt un maternalisme du Caire, leur est insupportable. Ils ne veulent pas être considérés, pardonnez-moi, je cite, comme des pauvres types. Alors, je comprends tes souffrances, je comprends ta misère, je comprends. Ils n'en veulent pas. Et la victimisation est vraiment considérée comme une condescendance méprisante, qu'ils rejettent. Et c'est pour ça que ça attire aussi autant de jeunes. Ils vont devenir quelqu'un. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de se transformer. Et c'est pour ça qu'ils veulent transformer le monde. Et c'est pour ça qu'en effet, je travaille beaucoup sur les sites, les applications, etc. Tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est image de héros qui va sauver le monde, ben, évidemment, c'est ça qui va leur parler. Donc quand des professionnels ici prennent des allures condescendantes, donc, ils pensent qu'ils sont généreux, qu'ils sont gentils, qu'ils sont dans la compassion. C'est pire que tout. Et dans les aspects familiaux, il est important de voir qu'il y a beaucoup de ces jeunes radicalisés, notamment chez les garçons, qui n'ont pas, pardon, hein, je continue à pleurer, pardon, ces garçons n'ont pas eu d'image d'autorité. Ils ont été souvent dans des familles monoparentales, sans figure de l'autorité, sans repère. Et ils ont été plutôt couvés par leur mère. J'ai parlé avec des mères de radicalisés. C'était terrible. J'ai tout fait pour lui. J'ai tout fait pour lui. Pourquoi il me fait ça?
Et d'ailleurs, souvent, ça va revenir par des lettres. Maman, je t'aime. Et si j'ai fait ça, c'est aussi pour que tu ailles au paradis. Donc, c'est vraiment extrêmement complexe, mais sûrement pas dans la condescendance, sûrement pas dans le mépris social. Donc, la victimisation, qui est malheureusement très utilisée dans nos sociétés, renforce la volonté de s'en sortir et de devenir quelqu'un, d'être reconnu et d'être un héros. Pour les filles, je n'ai pas le temps de développer pour les filles, mais c'est très intéressant de voir le message en direction des filles. Elles veulent, elles aussi, devenir des femmes de héros, donner une descendance aux héros, avoir un rôle, et surtout pas, et là je me retrouve beaucoup avec certaines filles radicalisées, je dis on a un point en commun, on ne veut pas de la marchandisation du corps des femmes, on ne veut pas de cette vision des femmes que l'on a trop souvent dans nos sociétés. Le complotisme, eh bien là c'est parfait. On vous explique pourquoi vous n'avez pas été reconnu. Le complotisme, c'est une façon de vous dire, mais on sait qui tire les ficelles. On sait qui fait que vous êtes dans cette situation de non-reconnaissance. Et qui tire les ficelles? Alors là, on retrouve toujours les Illuminati, les Juifs, etc. Et c'est là où la haine de l'autre peut apparaître. Mais en plus, il faut voir ce que le complotisme apporte. Mon professeur me dit des choses, mais il est idiot, il n'a rien compris, il est manipulé. Moi, je sais. Donc, je deviens un sachant. Et ça me rassure de façon extraordinaire. Je fais partie des élus, de l'élite qui sait. Et le complotisme, ça vous évite, ça c'est un petit clin d'œil pour M. Juillet, de passer des années à lire des livres. Vous êtes directement dans une vision du monde, un peu simpliste, mais très explicative, qui vous donne votre place d'être dans les élus, dans l'élite, et pas celle de ces sociétés dépravées et impies. Et comment analysez-vous le rejet des valeurs républicaines dans la radicalisation? Bon, les valeurs républicaines, si elles sont présentées comme une répression pure et simple, vraiment, il faut que ça soit comme ça, sinon vous n'êtes pas dans le droit chemin, bien d'avoir des repères, mais des repères comme ça, et de façon aussi simpliste et aussi manipulée. Quand on dit à des jeunes, vous savez, il y a autant de conceptions de la laïcité que de personnes, franchement, par rapport aux idéologies construites de façon simpliste, mais par ailleurs, c'est l'idée, votre histoire n'est pas la mienne. Il faut réfléchir à la généalogie, et notamment, là, Khaled le dirait beaucoup mieux que moi, s'inscrire dans une histoire longue, s'inscrire dans une généalogie. Et vous trouvez ça, alors, dans l'islam. Alors malheureusement, un islam qui leur est présenté de façon tellement appauvrie et caricaturale, mais il se retrouve une généalogie, une mémoire, une histoire, et donc une fierté. La fierté d'appartenir à des millénaires de civilisation. Et donc le dernier, il n'entre pas à ce moment-là. Et quand moi je commence à parler de la conquête des libertés pour parler de cette société, là, il commence à entrer dans ce cheminement. Et je leur raconte l'histoire de ma famille, l'histoire d'autres familles, et on travaille sur des mémoires croisées, sur des histoires croisées, et ça renvoie à quelque chose à laquelle je tiens, la culture, la relation à la culture, Alors, absolument fondamentale. comme vous le savez, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Voilà. Alors, ne spoilez pas, gardez le suspense. On va passer à la dernière question destinée à monsieur Bencher. Alors, je m'adresse au président France de la Conférence mondiale des religions, que vous êtes donc, monsieur Bencher, qui est l'une de vos casquettes. Alors, quel est l'état d'esprit aujourd'hui des grandes instances religieuses face au phénomène massif de la radicalisation islamiste? Bonsoir avant tout et pardon de vous avoir rejoint tardivement et j'en suis sincèrement navré. À supposer que je puisse être le porte-parole des grands leaders religieux,
et surtout dans l'instance qu'est la Conférence mondiale des religions pour la paix, assurément les hiérarques religieux, et à commencer même par le pape François, est d'abord à la consternation, aussi à la condamnation, puis à essayer de comprendre. Qui dit comprendre ne dit pas admettre. C'est vrai que nous avions un ancien Premier ministre qui nous a dit analyser, c'est déjà excuser. Et pardon d'ajouter, je ne veux pas le charger, mais il n'y a pas plus inepte que cela. Il faut essayer de comprendre, et qui dit comprendre ne dit pas admettre, parce que nous n'allons pas rester tétanisés à attendre la prochaine attaque. Donc, c'est non seulement le fait de voir comment les traditions religieuses, et en l'espèce, la tradition religieuse islamique, a été pervertie, avilie, frelatée, trahie même, et comment est-elle aussi devenue manipulable? Quelles sont les références scripturaires qui permettent de telles dérives? Auquel cas le travail devient inhérent aux théologiens musulmans. Pardon. Et ça devient une affaire proprement islamique. Les penseurs, les philosophes, les intellectuels, et encore une fois les théologiens musulmans, doivent prendre à bras le corps cette affaire-là, en interne d'abord, excusez-moi, pour ne pas laisser les interprétations, elles existent, elles se trouvent dans les textes, dans ce qu'on appelle généralement les corpus seconds, davantage et surtout dans les aphorismes, les maximes, les propos attribués aux prophètes, et surtout dans la littérature compilée, notamment au Xe siècle. Il y a ce qu'on appelle les traités de polémologie qui ont été élaborés par des jurisconsultes et qui ont été figés comme ça dans l'histoire. Et la régression tragique, après avoir connu un apogée civilisationnel aidant, a permis ces dérives que nous connaissons maintenant. Donc ça, c'est le travail globalement au sein de la Conférence mondiale des religions pour la paix, et surtout avec un brin de lucidité, de dire que de nos jours, à une ère de mondialisation, avec un retour massif du religieux, il y a lieu de se rendre compte concomitamment que les traditions religieuses peuvent être des éléments fauteurs de troubles, de violence et de guerre, comme elles peuvent être aussi des facteurs de paix, pour peu que l'on puisse exhumer les ressorts et les préceptes d'amour, de bonté, de miséricorde, d'entraide, de solidarité, de sollicitude, de prise en compte de l'intérêt d'autrui. Et là, il incombe effectivement aux responsables, notamment les imams, les mouftis, les dignitaires, et dans les autres traditions religieuses, bien sûr, les hiérarques, ce que j'appelle ainsi, pour enseigner davantage ces préceptes-là que de laisser place au ressentiment, à la haine, à la détestation, à l'hostilité, etc. Voilà pour une réponse très, très concise de cette problématique de la radicalité, notamment islamiste, et comment est-elle abordée au sein de la conférence. Merci beaucoup pour votre réponse. Nous allons passer cette fois à la seconde partie qui va être cette fois plus dans le fond sur que fait-on concrètement pour prévenir la radicalisation islamiste. Alors, nous allons commencer par deux questions pour Monsieur Alain Juillet. La première qui est donc par rapport à un récent rapport parlementaire de juillet 2020 sur la radicalisation islamiste qui propose notamment de renforcer les services du renseignement territorial. Alors, Monsieur Juillet, qu'est-ce que vous pensez de ce levier-là? D'abord, si vous voulez, avant, parce que ça fait partie de la réponse, avant de vous répondre là-dessus, je voudrais dire que je partage, mais alors totalement, ce qu'a dit Madame Costa-Lascou tout à l'heure.
parce que je crois effectivement, par exemple, on l'a vu, alors nous on l'a vu chez les terroristes, hein, quand ils font des actes terroristes, à la fin, la fin de l'histoire à chaque fois, ils montrent qu'ils veulent se comporter en héros. Pourquoi? Parce qu'ils veulent laisser une trace dans l'histoire, et donc je suis tout à fait d'accord avec elle là-dessus. Et je suis aussi d'accord puisqu'on parle de radicalisation, on est aujourd'hui sur la radicalisation islamique parce que tout le monde parle de ça, qu'on est sensibilisé là-dessus, mais n'oublions pas qu'il y a d'autres formes de radicalisation qui Tout sont à en fait. cours. Hein, comme ça a été évoqué, reprenez les évangélistes pour prendre au niveau religieux, les évangélistes peuvent devenir tout à fait redoutables parce qu'ils défendent des théories qui sont en contradiction avec beaucoup de choses qui font partie des fondamentaux de notre société. Ou de même, dire que les écologistes, quand on voit la radicalisation violente à laquelle arrivent certains écologistes et qui est le prélude à quelque chose d'ultra-violent, avec tout ce que ça comporte et tout ce que ça peut amener. Donc, il faut bien voir ça. Ceci étant, donc, si vous voulez, pour moi, je précise, puisque je vais vous dire aussi ce qu'on peut faire ou ce qui se fait au niveau du renseignement territorial, mais un peu en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que penser qu'on peut lutter contre la radicalisation uniquement par la répression est une véritable absurdité totale. Car au contraire, il faut commencer bien en amont par faire, c'est même pas de la prévention, c'est de l'éducation. C'est de l'éducation. Et si on en arrive en définitive à la radicalisation, c'est parce que, comme ça a été dit par certains de mes prédécesseurs, en amont, on a été complètement défaillant. C'est ça la réalité. Si on en est à la situation actuelle, c'est que nous avons été tous défaillants. La chaîne de l'éducation, la chaîne de l'environnement a été totalement défaillante. Alors, dans ce cadre-là, bien entendu, il est nécessaire que l'État ait les informations nécessaires pour identifier ce qui se passe, ne serait-ce que pour éviter que ça dégénère, ne serait-ce que pour repérer ceux qui sont les porteurs d'une radicalisation excessive, d'une radicalisation tout court, mais surtout d'une radicalisation excessive qui peut amener jusqu'au terrorisme, ou qui va amener jusqu'au terrorisme. Donc, il est très important de pouvoir, comme on dit, infiltrer tous ces milieux sous une forme ou sous une autre pour en avoir des informations. Alors, ce qui a eu de terrible, je vous disais tout à l'heure qu'il y a eu des failles dans nos systèmes. Indiscutablement, une des grandes failles dont nous avons souffert, c'est lorsque le politique en France a arrêté les RG. Pour des raisons de politique, on a supprimé les renseignements généraux, dont le travail était justement de surveiller l'état de l'opinion dans toutes ses facettes et qui avait des informateurs ou des agents qui étaient partout. Résultat, on arrivait à savoir, on arrivait à identifier, par exemple, quel était l'imam qui était, je dirais, normal, qui faisait son rôle, et celui qui était par contre un va-t-en-guerre ou qui poussait les gens à l'extrémisme, et ainsi de suite. On pouvait repérer les associations qui étaient en dérive par rapport à celles qui étaient normales. On pouvait repérer les leaders d'opinion, quel était le rôle de chacun des leaders d'opinion. Bref, on avait plein d'informations. Or, qu'est-ce qui s'est passé? On a supprimé les renseignements généraux et on a perdu tous ces réseaux d'information. Parce que c'est ça la réalité. Donc, on a été pendant un certain nombre d'années totalement aveugle sur cette réalité. Et du coup, elle a pu prospérer d'autant plus facilement qu'il n'y avait aucune mesure pour essayer de s'y opposer ou de la freiner. Hein? Alors, depuis, fort heureusement, il y a la DGSI, bon, elle n'a pas fait grand-chose, mais on a créé la DCRT, la Direction centrale du renseignement territorial, qui patiemment a reconstruit et est en train de reconstruire les réseaux de l'époque des renseignements généraux. Et bien entendu, comme vous le comprenez, ce n'est pas facile de pénétrer certains milieux. Donc en plus, c'est sûr qu'on ne pénètre pas je dirais, les zones où l'environnement salafiste, takfiriste ou des frères musulmans aussi facilement que l'on va rentrer dans le milieu du football ou des écologistes. Ce n'est pas la même chose. Donc, si vous voulez, il y a actuellement une montée en puissance, effectivement, de l'information, et c'est tant mieux, parce que ça permet de mieux comprendre, si vous voulez, d'ajouter aux réflexions qui sont faites, d'ajouter
à tout ce qui se passe, aussi une meilleure connaissance du milieu pour détecter les gens qui sont, je dirais, qui fonctionnent normalement, et puis ceux qui, par contre, peuvent en entraîner d'autres dans des voies qui sont des voies anti-républicaines. C'est parfaitement clair. Seconde question, cette fois plus géopolitique, parce que quand on rentre en fait dans le cœur de cette question-là, on se rend compte que c'est éminemment géopolitique. Alors, Monsieur Juillet, pour lutter contre la radicalisation, pour prévenir la radicalisation sémantique, est-ce qu'il ne faut pas accentuer le contrôle de l'ingérence étrangère, on peut le dire, de l'ingérence étrangère qui passerait par des ONG comme Qatar Charity? Alors, dans l'islam, mais ça se comprenait aussi, l'islam a été pendant très longtemps, en France, hein, l'islam a été piloté par l'Algérie et le Maroc. Pourquoi? Parce que les imams venaient en grande majorité. La population d'abord musulmane était majoritairement d'origine algérienne ou marocaine, et les imams, pour la plupart, venaient ou étaient d'origine de ces deux pays. Donc, et je dirais qu'il y avait on peut dire un espèce, moi je ne suis pas un spécialiste du tout, mais je pense qu'il y avait un certain équilibre et que ça se passait pas mal. Les choses ont changé quand il y a eu deux pays qui ont commencé, même trois on peut dire, enfin deux surtout, et maintenant un troisième, deux pays qui ont commencé à investir l'islam français, et d'une part l'Arabie saoudite et d'autre part le Qatar. Et ils l'ont fait comment? Ils l'ont fait en y mettant des moyens que personne d'autre ne mettait. C'est-à-dire qu'ils ont mis de l'argent sous une forme ou sous une autre. Ils ont envoyé des imams, on en a vu arriver un certain nombre. Ils ont mis des moyens financiers. Ils ont aidé participer ou réaliser la construction de mosquées sur notre territoire. Et on a vu donc. Et puis, il y a eu des ONG, alors comme vous citiez Qatar Charity, mais elle n'est pas la seule. Hein, elle n'est pas la seule. On a eu des ONG qui se sont mis à faire du prosélytisme, non pas de l'islam, qui, après tout, pourquoi ne pas faire, personne ne voit de mal à ce qu'on ait des prêtres africains qui viennent parler de la religion catholique en France. Ce n'est pas choquant. Hein, donc, ou des pasteurs protestants donc, venant d'ailleurs. Ce qui est là où ça a dérivé, c'est que tous ces gens-là n'enseignaient pas l'islam traditionnel qu'on connaissait en France, hein, comme par exemple l'islam malékite, cher aux Marocains, mais par contre, on a vu arriver un islam wahhabite, mais plus que wahhabite, puisqu'on a vu arriver un islam salafiste et pire encore, takfiriste. Donc là, je crois que ça, c'est très important, parce qu'on a vu en définitive des gens qui ont amené quelque chose qui était pour moi une dérive de l'islam, parce que je prétends que beaucoup de gens qui parlent de l'islam n'ont jamais lu le Coran, et c'est bien dommage, parce qu'on voit souvent dans les médias des absurdités sur le Coran et ce qu'il dit, hein, ou les hadiths d'ailleurs. Hein. Et si les gens connaissaient un peu mieux, ils se rendraient compte qu'on est véritablement face à une dérive qui ne correspond pas à l'islam central que nous connaissons et qui permet à tout le monde de vivre. Hein. En Indonésie, qui est le pays le plus peuplé par les musulmans au monde, hein, et de loin, c'est beaucoup plus que tous les pays du Moyen-Orient, eh bien, en Indonésie, c'est un pays musulman, regardez ce qui s'y passe, il n'y a pas le 10e des problèmes, le 100e des problèmes que nous connaissons. Donc on voit bien que lorsqu'il n'y a pas ces dérives, ça se passe très bien. Hein. Et justement, d'où l'importance de contrôler ça, et ça, là encore, c'est de notre faute, parce que c'est nous qui l'avons laissé faire, on l'a laissé faire. Et j'ajouterais que maintenant, il y a un troisième pays qui est en train de faire du prosélytisme. Il le faisait en Allemagne, mais il ne le faisait pas chez nous. Et il est en train d'arriver en force avec beaucoup de moyens, ce sont les Turcs. Hein, l'islamiste turc, et pourquoi? Parce que tout le monde sait bien que M. Erdogan est le meilleur promoteur des frères musulmans. Les frères musulmans qu'on retrouve au Qatar d'ailleurs. Hein. Et là aussi, quand vous parlez d'ONG, moi je vais vous parler, je ne considère pas les frères musulmans comme une ONG, mais n'empêche qu'ils se comportent comme une ONG et qu'ils font un travail de fond. Hein, et ça, il faut faire très attention parce que justement, hein, grâce à la taqiyya, vous savez, c'est la possibilité de ne pas dire la vérité à partir du moment où c'est pour défendre sa conception des choses. Hein, grâce à la taqiyya, ils font passer des messages qui sont des messages faussés ou biaisés, et
comme les gens en face ne connaissent pas, ils manœuvrent. Et ils manœuvrent et ils manipulent. Et je crois, et là, moi, je rejoins tout à l'heure ce que disait Khaled Bencher, justement, quand lui représente autre chose, il présente justement un islam qui n'a rien à voir, et fort heureusement. Le drame, c'est que justement, il faut qu'on arrive à convaincre les Français, contrairement aux actions qui sont menées par tous ces gens qui font de la promotion d'un islam, je dirais, dérivé. Moi, je crois qu'il faut au contraire que tout le monde se mobilise pour dire, non pas pour rejeter l'islam, comme certains ont tendance à le faire et c'est lamentable, mais au contraire pour dire, attention, l'islam, ce n'est pas ce que certains veulent nous faire le croire. Vous voyez, c'est ça le fond du problème. Alors, il y a tout un travail de fond à faire, et là encore, ce n'est pas la répression, bien entendu. Et donc, les services de renseignement, ils peuvent chercher des informations. On doit repérer, par exemple, le travail de ces fameuses ONG. On doit repérer ce qui est fait, les influences étrangères. Bien sûr qu'on doit l'identifier. Et on doit vérifier, valider qu'elles restent dans l'acceptable et qu'elles ne remettent pas en cause un système qui est un système intégré dans le cadre de la République. Parce que c'est ça. C'est très clair. C'est très clair. On voit qu'on a une multitude d'acteurs et on a besoin d'actions, de leviers directs pour contrôler les personnes qui jouissent d'une influence, là en l'occurrence religieuse, mais on en revient à la première question. Donc, merci beaucoup pour votre réponse. Alors, Fadila Le Turc, dans le rapport de l'IHEDN, vous préconisez d'accroître, pour rester dans le vocabulaire géopolitique, d'accroître la collaboration entre les États membres de l'Union européenne en termes de lutte anti-radicalisation et antiterroriste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette proposition? Alors, cette proposition, elle est intervenue sur le volet numérique, mais plus généralement, en tout cas dans la démarche qu'on a menée sur les mouvements, on a mobilisé nos 12 délégations internationales présentes dans les pays d'Europe pour qu'elles nous fassent un état des radicalités au sein de ces pays-là et des mesures qui sont mises en œuvre dans l'espace carcéral, dans le numérique et également à l'école. On en fera peut-être une annexe beaucoup plus fournie sur l'Europe. Ce n'était pas présent dans le rapport parce qu'on voulait vraiment se centrer sur la France. Mais ce qu'on a constaté à travers les différentes auditions qu'on a pu faire et à travers ce travail de benchmark, entre guillemets, c'est que les pays d'Europe déjà ne font pas face aux mêmes radicalités. Donc, alors qu'en France ou dans des pays comme l'Angleterre, les Pays-Bas, on est face à des radicalités religieuses, dans des pays comme l'Italie, la Finlande, par exemple, on va beaucoup plus être sur des radicalités d'ordre politique. Et donc, du coup, on a une disparité de radicalité et donc de radicalisation en Europe. Donc, l'objectif, c'est déjà de les identifier. Et à l'échelle européenne, on n'a pas trouvé de source qui nous permettait d'avoir aujourd'hui une cartographie des types de mouvements radicaux en Europe. Deuxième chose, c'est que tant que en gros, on n'aura pas la même définition de la radicalisation en Europe, ni même de ce qui conduit à la radicalisation, ce sera difficile d'organiser une coopération européenne. Je prends un exemple très récent, celui de la définition de la laïcité. À la suite de l'assassinat de Samuel Paty, on a bien vu que la conception même de laïcité à la française n'était pas entendue dans tous les pays. Donc aujourd'hui, on a un vrai problème de compréhension commune, en tout cas, ou de définition commune en Europe sur la thématique de la radicalisation, sur d'autres thématiques aussi. Et c'est là où on pense qu'il y a vraiment une ouverture pour élaborer des solutions. Et le débat, il est aussi interne aux pays de l'Union européenne. Donc là, je parle vraiment des problèmes avant de vous exposer les solutions. Typiquement, les approches en matière de mesures de prévention ou de lutte contre la radicalisation d'un pays à un autre vont être très différentes. On a des pays qui sont très répressifs sur certains sujets et d'autres pays qui sont un peu moins répressifs là pour le coup et qui recherchent des solutions alternatives. Je pense à la question de la déradicalisation par exemple, qui n'est pas perçue de la même façon en France, en Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe. Donc, il y a un vrai manque d'harmonie européenne, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'initiative
prises à l'échelle européenne. On s'est beaucoup penché sur le travail du Radicalization Awareness Network, du RAM, à l'échelle européenne. Et en fait, ce type de structure qui vise le partage de bonnes pratiques entre pays de l'Union européenne, c'est vraiment une mine d'or inexploitée, pour la simple et bonne raison qu'elle est illisible pour des praticiens de la lutte contre les radicalisations. Et à notre sens, en fait, il faudrait que pour que ce que produit le RAN soit mieux employé, par exemple des synthèses de manuels à destination des professionnels, une traduction du site aussi dans tous les pays, dans toutes les langues des pays de l'Union européenne, des publications, des sous-titrages de webinaires. Il faudrait vraiment diffuser la connaissance au maximum au sein de l'Union européenne. Donc renforcer vraiment ce que fait le RAN. Il y a également, chose classique, mais qui commence à généraliser, c'est la coopération entre les services de renseignement des pays européens, Europol, Interpol. Et on voit déjà également des pays qui font des coopérations bilatérales ou à 3 pays. Je pense par exemple aux pays du Nord sur le parti d'extrême droite DNM qui est en train de monter de plus en plus dans ce pays. Les recommandations qui portent sur l'Europe, c'est une position commune que doivent avoir les pays européens en matière de prévention de la radicalisation. Une position claire sur les idéologies internes des pays d'Europe, un partage de bonnes pratiques qui est renforcé, que ce soit des bonnes pratiques que le RAM peut promouvoir, ou alors les bonnes pratiques locales. Typiquement, le programme PERS en France, qui est un programme qui est dédié aux individus radicalisés qui sont détenus, a été plébiscité en Europe. Donc c'est une bonne pratique qu'il faut et enfin, créer une culture commune de la radicalisation. Vraiment lire la radicalisation de la même façon, c'est ce à quoi on appelle dans notre rapport. Merci beaucoup, c'est très clair. Mes prochaines questions vont s'adresser à Madame Costa Lascou. Alors, à l'aune de votre livret Prévention de la radicalisation, j'ai identifié 2 préconisations que je trouvais particulièrement intéressantes. Alors, la première, c'est ma première question, c'est comment est-ce que l'aménagement du territoire peut-il être, selon vous, un levier de prévention de la radicalisation? Et là, je pense, mais je pense que tout le monde l'aura compris, à la mixité sociale. Comment est-ce qu'on prévient la radicalisation avec la mixité sociale? Madame Costa Lascou. On ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous nous entendez, Madame Costa Lascou. Si, voilà. Parfait. Bon, voilà. Et excusez-moi, je suis de plus en plus malade, mais je suis toujours avec vous. Oui, d'ailleurs, Ralem ne doit pas me reconnaître, mais grâce à la grippe. Bon. Oui, on a fait de la gestion de population, de quartier, avec des périmètres dans lesquels on a mis de l'argent, on a fait des politiques d'urbanisme, etc. À partir du moment où on a pensé en termes de périmètre et non pas en termes de partage, non pas en termes de mobilité. Alors le mot mixité, bon c'est le terme à la mode, c'est le terme. Mais voilà, bon, c'est tout, il n'est pas extraordinaire, mais on a contribué à créer, alors moi je dirais pas ghetto, mais quand même des enclaves dans lesquelles on finit par avoir du communautarisme de survie ou du communautarisme de défense. Et on a donc plus, que ce soit y compris l'école, là je travaillais hier dans une banlieue lyonnaise, où toutes les personnes qui sont dans le périmètre, entre nous on a mis beaucoup d'argent dans ces quartiers, hein. C'est pas le manque de moyens, mais on a pensé gestion de population. C'est-à-dire le contraire de la reconnaissance de ce qui peut se passer dans des échanges culturels, dans des échanges économiques, le contraire de ce qui peut se passer pour qui? Pour la société dominante. La société dominante, elle vit au niveau international. Elle trouve très bien que ses enfants parlent plusieurs langues. Elle trouve très bien qu'on crée des startups, etc. et qu'on aille dans d'autres pays. Puis il y a ceux qui restent sur leur territoire, avec un effet pervers terrible. Le nombre de jeunes, hein, puisque vraiment je fais dans les territoires perdus de la République, j'y vais en permanence,
qui ne savent même plus prendre le métro. Ils sont dans la banlieue. Ils ne savent même plus prendre le métro pour aller au centre des villes. Ils ne connaissent pas. Mais même ça leur fait peur d'aller à Paris. Ça leur fait peur d'aller à Lyon. Et alors, quand je leur dis, mais enfin, il y en a quand même bien qui y vont. Oui, c'est ceux qui font du business. Donc, quelle image, business, donc vous avez compris ce que ça veut dire, quelle image ça représente? C'est-à-dire, on ne sort plus, on reste là, et quand je leur dis, mais vos grands-parents, vos parents, dans des conditions terribles, ils ont fait des milliers de kilomètres pour venir ici. Et vous, vous êtes fixés au sol. Donc, l'assignation à résidence, l'assignation à un territoire, là encore, avec un paternalisme, on fait le bien. Mais ça va, ça suffit. Non, on demande à ces jeunes et à leurs familles, ils sont pleins d'imagination pour faire autre chose. Mais on les a privés de l'échange, du partage, des initiatives. Et ceux qui en partent finissent par être considérés comme des traîtres. Parce qu'il y a énormément de promotion sociale et culturelle, de jeunes qui viennent, comme on dit, des quartiers. Mais lorsqu'ils en sont partis, on a l'impression que ça y est, ils ne reviennent plus et de toute façon, ils seront très mal accueillis. Donc, c'est pas seulement une mixité sociale au sens, il faut être d'origine, de culture, de conviction, de tout ce que vous voulez, différent. C'est arriver à justement échanger, faire des allers-retours, être mobile. Moi, quand des collégiens à côté de Poitiers me disent « Mais madame, pourquoi on ne fait pas d'échange avec des collèges de la Seine-Saint-Denis ?» Et ceux de la Seine-Saint-Denis viendraient dans notre collège, pendant un mois par exemple. Pourquoi on fait des échanges avec l'Angleterre? Pourquoi on fait des échanges avec l'Allemagne? Mais pas à l'intérieur du territoire national. Et entre nous, même pas non plus avec l'outre-mer. Mais il y a une aspiration à justement sortir de l'assignation identitaire qui est aussi une assignation territoriale. Je ne supporte pas que des adolescents me disent « Mais c'est comment chez vous ?» Je dis « Chez moi, c'est-à-dire chez les Blancs. Vous vous rendez compte? On en est là. Et on a encore des politiques ou des, je sais pas, des travailleurs sociaux qui pensent qu'en mettant un peu plus d'argent, eh bien, on arriverait à résoudre les problèmes. C'est l'inverse. Ouvrons les portes, ouvrons les fenêtres, circulons, voyons ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est vraiment, il faut que le territoire soit un territoire choisi. Il faut que le territoire soit un territoire qui soit aussi bien, qui ait toutes les dimensions de la vie sociale et culturelle. Et il faut qu'il soit ouvert sur le reste du monde. Alors, vous parliez des islamistes, mais eux, ils la font, l'ouverture. Eux, ils pratiquent l'ouverture sur le monde. Et ça devient quand même assez étonnant que ce soit quasiment les seuls qui pratiquent cette ouverture. Donc, ce n'est pas un aménagement du territoire en disant on va faire des frontières et à l'intérieur des frontières, peut-être qu'on n'a pas fait le bon découpage. Non, c'est le découpage qui pose problème. Donc, vous analysez l'assignation territoriale comme ayant pour conséquence une assignation identitaire et donc par conséquent une sensibilisation à des discours flatteurs des prédicateurs islamistes qui rend imperméable à l'intégration républicaine en fait. Puis on a tous les effets pervers. Voilà. C'est-à-dire quand vous êtes dans l'assignation territoriale, qui est aussi une assignation identitaire, quand vous voulez en sortir et que vous voulez trouver du travail, faire des études, mais de toute façon vous allez être défini par ça. Le problème de la reconnaissance est essentiel. Si dans le regard des autres, c'est « il m'a traité par rapport au nom de mon quartier, par rapport à mon origine ou par rapport à mon apparence », quelle liberté reste-t-il? Alors à ce moment-là, vous pouvez évidemment venir avec ce que j'appelle moi, avec ce que je travaille avec les jeunes, la frise des libertés tout au long de la vie. Il dit « oui, mais c'est pour vous, madame, c'est pas pour nous ». Donc là, il faut vraiment sortir de ça. Et ce n'est pas en mettant 1 milliard de plus, par exemple, dans les territoires qu'on va sortir de cela.
C'est pas la somme, c'est le concept. On a bien compris. Oui. La seconde question que je voudrais vous poser, toujours évidemment indexée à votre livret Prévention de la radicalisation. Alors, vous présentez les activités culturelles, vous nous parlez de la culture tout à l'heure, les activités culturelles, sportives et de loisirs comme étant des leviers à part entière, évidemment complémentaires aux autres, mais à part entière, de prévention de l'enfermement identitaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel rôle jouent ces activités-là dans la prévention de la radicalisation islamiste? Bon, d'abord, si vous voulez retrouver une fierté, si vous voulez vous inscrire dans une généalogie, si vous voulez avoir l'impression que vous allez partager quelque chose, y compris avec des pays lointains, mais qui sont ceux de l'origine de vos parents et de vos grands-parents, à ce moment-là, vous avez une puissance d'attraction extraordinaire chez ceux qui malheureusement vont en parler de façon, comme le disait Haleb tout à l'heure, de façon pervertie, trahie, etc. Mais eux, ils vous en parlent. On peut parler par exemple de la langue arabe. On a pensé pour les jeunes des quartiers aux ELCO, c'est-à-dire aux langues et cultures d'origine, avec la langue dialectale. Je n'ai rien contre la langue dialectale, mais ils n'ont jamais entendu parler de l'arabe littéraire. D'ailleurs, quand ils lisent certaines sources dites religieuses, parce qu'il faut voir, vous leur dites en quelle langue? Vous vous rendez compte de ce qui se passe? J'ai fait la comparaison avec les jeunes d'origine chinoise ou d'origine du sud-est asiatique. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils ont obtenu des classes orientales, où on parle le chinois comme on parle l'anglais, comme on fait de l'allemand, ouvert à tous, si bien que des jeunes d'origine portugaise ou normande, ayant appris le chinois, ensuite ont le monde de la Chine ouvert pour aller travailler, etc. Je pense qu'il est très important et je suis très heureuse qu'avec le projet de loi qui va être présenté le 9 décembre sur les valeurs de la République, on ait pensé la dimension culturelle. C'est absolument fondamental. On est pensé, déjà Mohamed Harkoun le disait, on en parlait il y a 30 ans. Et alors, en quoi c'est fondamental selon vous, du coup, culture, sport et loisirs? Alors, le sport, donc la culture, c'est la fierté. C'est l'inscription dans une histoire, dans le temps long, et pas seulement dans la consommation. Vous voyez, ces jeunes, ils sont dans la consommation. Ils ne vivent que de marques commerciales. Bien sûr. Bon, donc la culture, mais on pourra y revenir. Et puis on peut aussi... Je regrette que des jeunes que je veux emmener au Louvre, au département d'art islamique, quand même un des très beaux départements en Europe, me disent « Ah mais non, mais ça c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. » Et puis d'ailleurs, on y représente le prophète. Alors, je dis oui dans certaines œuvres persanes, oui. Bon, d'accord. Mais c'est-à-dire que comment voulez-vous être reconnu dans une société quand culturellement, il y a un tel appauvrissement? Bon, je passe maintenant au sport. Le sport, c'est la relation au corps. Toutes les religions ont un discours, toutes les idéologies ont un discours qui est lié à une vision des choses, à une genèse sur le corps. Le corps de l'homme, de la femme, le corps dans son évolution, le corps dans son bien-être, le corps dans sa pureté. N'oubliez pas l'importance du discours sur la pureté, ce qui est pur et impur. Donc, le corps qui montre que l'on peut être fort. On parlait tout à l'heure de devenir un héros. Pourquoi c'est le football? Pourquoi c'est les sports de combat? J'ai travaillé avec le stade de Dessine, les stadiers Dessine. Qu'est-ce qui se passe dans le partage autour du sport aussi? Donc, c'est pas seulement la pureté de son corps, c'est pas seulement la force de son corps, c'est la reconnaissance en étant avec les autres. Donc, l'ennui, c'est que avec les islamistes ou les gens qui ont une vision, tout ce qui est plus fermé, on transpose dans le sport la haine, la fermeture, des idéaux virilistes un peu stupides, il faut bien dire.
on en arrive à penser que la pureté, c'est de ne pas prendre une douche à côté des vestiaires, c'est de ne pas frôler quelqu'un qu'on pourrait penser homosexuel. Si vous saviez les souffrances, je travaille beaucoup avec des adolescents, et je dois dire que je préfère travailler avec des adolescents garçons, ils disent des choses sur les souffrances qu'ils ressentent par rapport à leur corps, ce qu'on peut s'autoriser ou pas. Et quand je vois des lycéens à Nanterre qui me sortent leur portable, ils cliquent une application, et dans cette application, on a serré la main d'une femme, ça coûte tant de points pour aller au paradis. Donc on Faire du apprend, sport avec un homosexuel, ça veut dire tant de points pour... Vous vous rendez compte que là, on finit, c'est là l'effet pervers, là où il devrait y avoir libération, là où il devrait y avoir un bien-être et un partage, on se retrouve avec ce que l'on a dit tout à l'heure. donc on apprend on comprend bien qu'on apprend la cohésion, le respect de la diversité et la vie collective par notamment la culture, le sport et le loisir. Merci beaucoup d'avoir répondu. Ma future question, elle est pour Camille Leveillé. Alors, je rappelle que vous avez écrit le mémoire sur la propagande de Daesh. Alors, justement, l'un des leviers est le contrôle de l'activité sur Internet. Et alors, les pouvoirs publics français se sont dotés de l'outil de Pharos qui permet théoriquement à toute personne de signaler un contenu à vocation propagandiste, notamment dans la radicalisation islamiste. Quel bilan, Camille, est-ce qu'on peut faire de Pharos? Donc, en effet, comme vous venez de le rappeler, donc Pharos est une plateforme qui a été mise en place dès 2009, en fait, à l'origine pour lutter notamment contre la pédocriminalité en ligne ou encore contre le racisme en ligne. Et c'est seulement depuis la loi du 13 novembre 2014 qu'il est également possible pour tout citoyen français de signaler un contenu à vocation propagandiste. Donc, comme vous l'avez très bien dit, je vais juste le répéter et le rappeler pour que tout le monde comprenne bien. N'importe quel citoyen peut signaler un contenu en ligne sur la plateforme et ensuite, il y aura des policiers et des gendarmes qui seront chargés d'enquêter sur le caractère, par exemple, islamiste ou non et sur le caractère faisant l'apologie du terrorisme ou non pour savoir si, déjà, premièrement, il est possible et important d'ouvrir une enquête pour apologie du terrorisme et dans un second temps, demander au site hébergeur donc, du contenu de supprimer ce contenu sous 24 heures. Donc, depuis le 17 février 2020, il y a tout de même 1,5 million de contenus qui ont été signalés sur cette plateforme. Mais il faut bien savoir, il faut bien comprendre que tous ces contenus signalés ne sont pas seulement des contenus faisant l'apologie du terrorisme. Et notamment, le plus important, c'est des gens qui signalent, par exemple, des escroqueries en ligne. Donc, ça peut vraiment avoir un panel assez large. Donc, depuis quelques semaines, on reparle quand même beaucoup de cette plateforme Pharos, notamment parce que le tueur de Samuel Paty avait tenu des propos, notamment sur Twitter, donc des propos dans des tweets dans lesquels il parlait de décapitation, dans lesquels il tenait des propos antisémites. Et il y a notamment la LICRA qui avait fait un signalement à Pharos le 27 juillet 2020. Pourtant, Pharos n'avait ni jugé bon et important de demander la suppression de ce contenu et donc il n'avait ni demandé, enfin il ne pensait pas qu'il y avait un potentiel passage à l'acte possible. Pourtant, on a vu que ça s'est passé totalement autrement. Donc le principal problème en fait qui se pose pour Pharos, c'est le même problème qui se pose quand on s'intéresse au filtrage des contenus en ligne. C'est en fait finalement que ni le gouvernement ni les fournisseurs d'Internet n'ont le pouvoir eux-mêmes de demander la suppression, enfin de pouvoir supprimer eux-mêmes le contenu. Ils sont totalement dépendants des réseaux sociaux ou des sites hébergeurs. Et ces réseaux sociaux se trouvent pour la plupart dans la Silicon Valley, donc c'est-à-dire à l'autre bout du monde. Donc déjà, pour demander des suppressions de contenu, il peut y avoir des problèmes de décalage horaire et ils sont donc très loin. Le site hébergeur a ensuite 24 heures donc, pour supprimer le contenu en ligne, je le disais tout à l'heure, sous peine d'amende. Ce délai de 24 heures est un délai qui reste très long selon moi. Et on le voit notamment lorsque, par exemple, en 2016, il y a eu l'attaque contre les policiers de Magnanville. L'attaque a été filmée en Facebook Live, donc c'est-à-dire en direct avec un téléphone, avant d'être enregistrée donc, sur le compte de la personne qui avait filmé. Et elle avait été seulement retirée au bout de 11 heures. Donc ce laps de temps de 11 heures, ça laisse le temps à n'importe qui
de relayer la vidéo et et après, ça peut se retrouver sur des comptes de plusieurs personnes avec un effet boule de neige qui est possible et ça a une possibilité un peu infinie. De nombreuses personnes peuvent se retrouver en possession de contenus à vocation propagandiste, donc c'est un véritable drame. Et Pharos, selon moi, est une plateforme en fait, qui est nécessaire et qui est très importante pour pouvoir lutter contre la radicalisation en ligne et contre des attentats possibles. Mais aujourd'hui, elle n'a pas les moyens efficaces et nécessaires pour pouvoir le faire efficacement. Dans un premier temps, il faut bien comprendre qu'il y a seulement 28 policiers et gendarmes qui doivent traiter chaque jour, 90 demandes, ce qui est énorme. Donc, ils peuvent forcément, et l'erreur est humaine, ils passent forcément à côté de publications comme celle du tueur de Samuel Paty, avec des conséquences qui peuvent être vraiment dramatiques. Donc, il est très important, il est nécessaire selon moi déjà de renforcer les moyens humains afférés à Pharos. Sinon, cette plateforme n'a une utilité qui n'est que très limitée. Et le second point sur lequel je voulais intervenir, c'est le fait que les sanctions financières qui sont prononcées à l'encontre des réseaux sociaux me paraissent vraiment ridicules en comparaison au profit qu'ils génèrent. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, dans la loi française, il est inscrit que les amendes à l'encontre des réseaux sociaux peuvent aller jusqu'à 1,250 000 € alors que Facebook générait par jour 52 millions d'euros. Donc, on est vraiment sur des ordres d'idées qui ne sont pas du tout Adaptés. Pas adaptés, voilà exactement. Et donc, le côté dissuasif de retirer un contenu disparaît complètement. Donc, selon moi, pour pouvoir lutter efficacement contre la propagande et pour pouvoir répondre à votre question, Pharos est un outil qui est vraiment nécessaire et très important. Toutefois, il faudrait plus de moyens humains et avoir de vraies levées de sanctions à l'égard des réseaux sociaux pour pouvoir lutter efficacement et que Pharos soit efficace. Voilà. Merci beaucoup Camille pour ce dernier échange particulier. Je vais poser maintenant mes questions à Monsieur le Président de la Fondation pour l'Islam de France, donc Monsieur Raleb Bencher. Alors, question très, très simple. La Fondation pour l'Islam de France déclare mettre en place, je cite, des bourses pour la formation profane des imams. Alors, Monsieur Bencher, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche et en quoi peut-elle permettre de prévenir la radicalisation islamiste? Si je puis dire, c'est le cœur de métier de la Fondation. C'est une fondation laïque, reconnue d'utilité publique, œuvrant pour le bien commun. Et surtout, il s'agit de l'islam ici écrit avec la majuscule. Donc, grand I, quand on a grand I, ça renvoie à la civilisation et aux cultures, à UX, donc au pluriel. Et ce n'est pas la minuscule qui renvoie à la religion et aux aspects liturgiques, rituels, spirituels, etc. On a plusieurs volets, on a même un quadriptyque. Je parle plutôt du triptyque et le quatrième volet, je le laisse pour la période des vaches grasses. On a un aspect fondamental qui est l'aspect éducatif, le deuxième est culturel, le troisième est la prise en charge sociale, notamment de la jeunesse. Et pour l'aspect éducatif, nous donnons des bourses, certes pour l'islamologie savante, parce que nous avons besoin de former des islamologues dans notre pays, musulmans ou non musulmans, mais il faut tenir un discours rationnel, intelligent, apaisé, distancié, académique sur le fait islamique. Nous ne pouvons pas ramener toute la tradition religieuse et la civilisation impériale qu'elle a soutenue à des considérations de certificat de virginité ou de serrer la main ou de ne pas serrer la main. Et comme le disait à juste raison Jacqueline tout à l'heure, j'ai tant de points pour aller au paradis au moins. Donc, il est temps de sortir de la crétinisation des esprits. De l'autre côté du spectre, si je vais crescendo, il faut aussi aider la jeunesse qui est en devenir, et notamment à l'école. Entre les deux, nous pensons que la bipédie des hommes est claire, ils marchent sur deux jambes, nous marchons tous sur deux jambes. Pour les imams particulièrement, il y a en plus de leur formation confessante, cultuelle, religieuse, théologique, même si de mon point de vue, ce qu'ils apprennent est d'ordre plutôt traditionnel, voire classique, mais pas avec les problématiques contemporaines. Mais ça ne nous concerne pas et j'observe le yalta, si je puis dire, entre le cultuel et le culturel. Et ce que fait la Fondation, c'est qu'elle donne des bourses à des imams pour compléter leur formation
une formation laïque, républicaine, civique, vous l'avez appelé profane, certes, pour d'abord comprendre le fonctionnement des institutions. Ensuite, maîtriser le droit des cultes. Troisièmement, comprendre la laïcité comme un acquis de la modernité intellectuelle et politique, et surtout comme une conquête de l'esprit humain. La laïcité implique, comme un principe, de ne pas gouverner selon le désir politique de Dieu, que certains uniquement ont pénétré et de surcroît veulent l'imposer à leurs semblables parce qu'eux auraient scruté la volonté divine. Et le fait d'expliquer cela aux imams, surtout pour assumer l'héritage culturel et historique de leur pays, ils n'en ont pas d'autre, c'est la France, et je dis non sans un brin de provocation, il faut qu'ils apprennent par cœur la geste de Roland, même si elle ne fut pas tendre vis-à-vis de leur prophète, parce que ça fait partie de la structuration de leur psyché aussi. Et là, nous aurons des imams formés, intelligents, comme des thérapeutes de l'âme, qui prennent en charge les aspirations spirituelles de la jeunesse, et aussi ils peuvent leur répondre pour ce qui concerne les questions mondaines au sens séculier, relevant du siècle. Et là, avec des imams maîtrisant le français, maîtrisant le fonctionnement de nos institutions, nous aurons donc des imams républicains et notre ambition, c'est d'en avoir dans quelques temps ceux qui siègent sous la coupole comme des immortels, comme des académiciens. Ceci n'est pas réservé uniquement à Monseigneur Lustiger ou à tel ou tel grand rabbin ou tel grand pasteur. Merci. Alors, ma seconde question, qui sera encore une fois peut-être un peu générale, mais est-ce que ça nous permettra de bien comprendre le spectre d'action de la Fondation pour l'Islam de France que vous représentez. Alors, la Fondation pour l'Islam de France, elle souhaite, je cite, sceller le pacte républicain, ce qui est une belle promesse dont nous avons besoin. Alors, en quoi est-ce que ça consiste concrètement et dans les actions exactement, et comment est-ce qu'on prévient la radicalisation islamiste avec le pacte républicain? Alors, très brièvement, et je crois que nous nous approchons du terme de notre rencontre, donc je vais simplement à la 4e de couverture. L'ouvrage est à lire plus tard. J'ai toujours dit que nous avons une riposte en 4 actes quant à la terreur abjecte, le terrorisme d'essence islamiste et la radicalisation. La première, elle est forcément d'ordre sécuritaire. Les forces de l'ordre, le renseignement, Alain Juillet le sait très bien, il faut qu'il n'y ait pas d'attentat, pardonnez-moi le terme, réussi. Toute réussite d'attentat signe l'échec des forces de l'ordre auxquelles nous devons rendre hommage parce qu'elles déjouent régulièrement d'autres attentats. Et là, il faut qu'il y ait une cohésion nationale autour des forces de l'ordre. C'est le premier acte. Deuxième acte, c'est celui du fameux discours ou contre-discours. Non seulement il faut l'élaborer, mais il faut trouver les canaux pour le diffuser, à la fois dans les mosquées, certes, mais aussi sur Internet, les grands frères, qu'est-ce que j'ai entendu tout à l'heure, ces acteurs-là doivent à leur tour être convertis par ce contre-discours, lui-même puisé dans la version standard de la tradition religieuse islamique. Troisième acte, qui est peut-être à moyen terme et long terme, ce sont ce que j'ai appelé tout à l'heure les réponses éducatives, culturelles et sociales. La 4e réponse ou le 4e acte, je le résume dans l'œuvre de Honoré Daumier, tiens, un caricaturiste. Mais ce n'est pas le caricaturiste que je convoque le peintre. Il a voulu, en 1848, participer au concours de l'allégorie de la République. Et il a peint une belle femme, plantureuse, nourrissant, allaitant deux bébés, de nourrissons, et un garçonnet à ses pieds.
Et la légende de la toile, c'est la République nourrit et instruit ses enfants. Et il me semble, pour revenir à la phrase que vous avez évoquée, qui est la nôtre, c'est sceller le pacte républicain. D'un côté, la composante islamique et aussi la Fondation de l'Islam de France, qui se veut actrice dans cela, c'est de tout faire pour que la citoyenneté soit celle du partage d'une association politique autofondatrice de sa propre légitimité sous la voûte commune de la laïcité. Nous faisons partie d'une même nation et nous devons, qui que nous soyons, et je le dis davantage pour la composante islamique de la nation, il faut qu'elle s'acquitte de ses devoirs de citoyen pour pouvoir jouir de ses droits qui sont inaliénables, et le devoir et le droit et l'avers et le revers d'une même effigie, d'un même talisman, le tout dans la dignité humaine de l'ensemble des citoyens. Et d'un autre côté, la République, toute la République, doit nourrir l'ensemble de ses enfants, tous, et surtout instruire tous ses enfants, parce que le meilleur antidote, ou les meilleurs antidotes au pluriel, sont instruction, acquisition du savoir, culture, connaissance, ouverture sur le monde, altérité, notamment altérité confessionnelle, inclination pour les valeurs esthétiques, les belles lettres, les beaux-arts, les humanités, la musique, la poésie. Et ça forme le futur citoyen en polissant les cœurs, en assainissant l'âme de l'animosité infâme. Merci beaucoup, Je vous en prie. beaucoup pour cette présentation très, très intéressante. Effectivement, comme vous l'avez dit, on arrive à notre ultime partie de cette conférence « Comment prévenir la radicalisation ». Je vais passer la parole à Widiane Richard qui a relevé certaines questions qui seront adressées à chacun des intervenants. Donc, Widiane, je t'en prie. Oui, merci beaucoup pour cette conférence. Effectivement, j'ai pu sélectionner 3 questions dans le chat, alors seulement 3 parce qu'effectivement, on manque de temps. Et donc, j'ai demandé aux 3 intervenants à qui je vais adresser ces questions de répondre en maximum 2 minutes. Donc voilà, c'est Le plus succinctement possible. Voilà, un petit objectif. Donc, une première question pour Monsieur Juillet. Selon vous, comment peut-on appréhender la sortie de prison des détenus condamnés pour terrorisme ou les détenus qui se seraient radicalisés en prison, et comment les désengager de cette violence-là? Bon, alors là, il y a plusieurs problèmes, il y a plusieurs choses qui s'opposent. D'une part, quelqu'un qui sort de prison, il a rarement changé d'état d'esprit, surtout en France actuellement. Donc, ça veut dire que les gens qui sortent de prison, ils ne sont pas devenus des moutons, c'est clair. Hein. Donc, tout le problème, à ce moment-là, c'est de les surveiller. Il y a un problème de surveillance, de manière à ce que la loi française faisant qu'ils doivent être libres, il faut pour autant qu'on surveille qu'ils ne recommencent pas leur dérive à l'extérieur et surtout qu'ils ne fassent pas du prosélytisme autour d'eux. Donc, c'est tout le problème. Hein, dans le respect des lois. Parce qu'il a aussi, nous avons des lois et ce n'est pas la peine de changer les lois tous les jours, hein, ou de chaque fois demander quelque chose de plus. En réalité, il faut qu'on applique une règle simple. La règle simple, c'est qu'ils ont été mis en prison parce qu'ils ont commis une faute. Ils sont supposés, en sortant de prison, s'être améliorés. Nous savons que ce n'est pas vrai. Nous savons que ce n'est pas vrai. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il faut qu'on ait une surveillance de ces gens-là, sous une forme ou sous une autre, hein, avec les moyens que nous pouvons avoir sur le plan légal, qu'on ait une surveillance pour éviter les dérives. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Quelqu'un qui sort de prison et qui, après avoir commis un acte véritablement délictueux, a toutes les chances de se laisser réentraîner si on n'y fait pas attention. Donc le problème, c'est de le préserver lui-même contre ce qu'il est. Et là, il y a la surveillance, mais il y a aussi, on revient à ce qui a été dit par les uns et par les autres, il faut aussi que l'environnement dans lequel il se retrouve ne soit pas uniquement un environnement qui le pousse à recommencer, mais au contraire un environnement qui l'encourage à s'en sortir. Ça veut dire qu'il faut aussi imaginer pour lui des solutions pour l'aider à en sortir. On ne peut pas laisser les gens tomber, si vous voulez.
Hein, c'est exactement comme dire un prisonnier normal. Hein. Le nombre de gens qui sortent de prison, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien, ils retombent simplement parce que, comment vous voulez, il faut qu'ils vivent. C'est exactement la même chose. Donc, il faut d'un côté les surveiller, mais d'un autre côté aussi, il faut trouver des moyens de les encourager ou de les aider pour qu'ils ne retombent pas dans leurs erreurs du passé. Merci beaucoup pour votre réponse. Justement, on va repartir plus sur l'aspect prévention. Avec Madame Costa-Lascou, on a eu 2 questions sur le secteur éducatif. Si on part du postulat qu'une partie des personnes radicalisées le sont faute de repères, comme vous avez pu le dire durant cette conférence, pensez-vous qu'il faut renforcer l'appareil éducatif pour prévenir le problème en amont? Le renforcer, je ne sais pas. Peut-être le penser autrement. Moi, ce qui me frappe, c'est que si on continue à penser en termes de collectif et d'identité collective en oubliant que les jeunes avec lesquels on travaille, ce sont des personnes qui ont un regard, un sourire, une parole, une gestuelle, qui ont une histoire et qu'ils vont se construire, alors oui, on aura changé. Donc il faut aussi changer les méthodes pédagogiques. Moi, je travaille beaucoup sur les questions de radicalisation avec des acteurs. Et à la fois, bon, pour libérer la parole des personnes, mais beaucoup plus, pour les mettre en situation d'avoir des choix personnels, une parole personnelle, une réflexion personnelle. Or, théoriquement, en revenant à Daumier, c'est ça l'éducation. C'est permettre dans des ensembles culturels, avec des références normatives, etc., mais à chacun de faire son chemin, de pouvoir le faire. Je trouve qu'actuellement, il y a une crispation identitaire qui est très inquiétante. Et chacun va dans une réponse globale. Ces gens-là, je les connais. Non. C'est ah oui, mais je sais déjà ce qu'ils vont dire. Non. Ou bien, oui, mais je ne supporte pas. Simplement, des 2 côtés, ça devient cela. Quand, par exemple, il y a des incidents et qu'on parle avec les familles, on s'aperçoit que la reconnaissance, c'est de leur dire, mais vous, comment est-ce que vous voyez les choses? Et comment on peut faire des choses ensemble? Là, il y a une expérience formidable que le gouvernement a lancée et dont personne ne parle, parce que manifestement, les choses intéressantes, on en parle peu, on préfère les drames, c'est les cités éducatives. C'est-à-dire qu'il y a une véritable, comment dire, un travail ensemble entre justement les sports, les loisirs, c'est l'école, c'est ce que l'on peut faire, les engagements que l'on peut prendre, et avec cette idée qu'on n'est pas ad vitam aeternam bloqué, enfermé dans quelque chose. Raled parlait de Daumier, moi je vais parler de Magritte. Si on ouvrait la fenêtre, allez, on pourrait peut-être ouvrir la fenêtre. Et je m'aperçois, alors surtout ne parlez jamais de déradicalisation, c'est horrible comme terme, et c'est idiot comme attitude. En revanche, j'ai vu des personnes qui arrivaient, puisque j'ai travaillé aussi avec des détenus, vous savez, Caïd et Dieu avec soi, alors on a tout le pouvoir. Et moi je disais, le pouvoir de quoi? De faire quoi? Donc c'est vrai que là actuellement, je trouve qu'on pose mal les questions, ce serait bien de les reposer, et j'espère que le débat qui va être autour du projet de loi, là du 9 décembre, où on parle du caractère multidimensionnel des valeurs républicaines, de la laïcité, etc., eh bien, ça va nous permettre de reposer vraiment des fondamentaux, vraiment des orientations qui permettront à chacun, et notamment à ces jeunes qui n'en peuvent plus, et quand on leur demande vraiment de s'exprimer, ils ont une qualité d'expression, alors qu'on pensait qu'ils n'avaient pas de vocabulaire, qu'ils étaient complètement enfermés dans ce que Raleb a appelé la crétinisation. Eh bien non, il y a des espaces de liberté qui sont possibles.
Merci beaucoup, Madame Koselescu. Justement, vous parlez de ce cadre de loi. Ça rebondit sur la troisième et dernière question destinée à Monsieur Bencher. Justement, pensez-vous que l'arsenal législatif actuel et la façon dont il est appliqué en France soit suffisant pour prévenir la radicalisation? Alors, personnellement et comme citoyen, je ne suis pas pour l'inflation législative. Je pense que, conformément à l'idée que nul n'est censé ignorer la loi ni se prévaloir de sa propre turpitude, doit nous recommander d'être un peu plus prudents quant à l'inflation des lois, et on ne peut pas toutes les connaître. Et de ce point de vue-là, il vaut mieux voir celles que nous avons, et l'arsenal juridique existant devra être appliqué avec sévérité, et s'il le faut aussi avec célérité. Maintenant, s'il n'est pas adapté, c'est aux politiques de faire évoluer effectivement le droit pour prévenir, anticiper, contrecarrer ces dérives radicales. Je crois pour ma part, même si ce n'est pas directement dans votre question, et je finirai là-dessus, qu'un travail de prophylaxie vaut mieux qu'un travail de sédation ou de guérison après coup. Donc, la prévention est aussi par le débat, par la parole. Ce n'est pas pour faire la réclame, encore une fois, de la Fondation de l'Islam de France, mais notre UPI, l'Université populaire itinérante, nous allons de ville en ville, de cité en cité, de quartier en quartier, dans ces zones dites sensibles, dans ces quartiers dits difficiles, pour apporter le débat, pour parler la circulation de la parole à quelque chose de thérapeutique. On exorcise les hantises, on apprivoise les peurs, on domestique les angoisses, on calme les inquiétudes par un débat à la fois intra-islamique, mais aussi entre compatriotes musulmans, non musulmans, et l'on parle de ce qui fait problème. C'est ainsi qu'on aplanit aussi les difficultés, et dans un État démocratique, dans une société qui se veut civilisée, eh bien, la force est à la loi. Sinon, ce sera la loi de la force. C'est ce que nous ne voudrons jamais, et nous œuvrerons inlassablement pour que notre société puisse être solidaire, fraternelle et prospère pour tous. Merci beaucoup pour votre réponse. On a retrouvé, en tout cas, à travers ces 3 réponses, cette notion de prévention qui est au cœur des enjeux de la radicalisation. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Romain pour conclure cette conférence. Pour conclure en quelques secondes, pour que tout le monde aille manger tranquillement. En effet, merci encore à l'ensemble des intervenants d'être venus témoigner et merci à la complémentarité des expertises là, que je pense que nous avons tous remarqué, qui nous a permis de comprendre que la prévention de la radicalisation était fatalement protéiforme et qu'elle faisait plus appel à des logiques sociales et politiques que purement religieuse, ce qui est un élément absolument fondamental. Donc voilà, si on peut conclure sur cet acquis-là, c'est parfait. Je vous souhaite à chacun une très bonne soirée et merci beaucoup d'avoir participé. Merci à Merci. vous. Au revoir à Merci tous. beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci Au revoir. à tous. Bonne soirée. Merci à tous, au nom de Sinopia.